Donc je me présente, donc je m'appelle Cassandre Coupé, je suis alternante, chez Eurecam en communication depuis 1 an et demi et je co-anime ce webinaire donc avec, mes collègues Vincent et Stéphanie. Je vous laisse vous présenter et on enchaîne sur le webinaire. Bonjour, donc Vincent Langpin, je fais partie de l'équipe R&D de Recam. Et bonjour, donc je suis Stéphanie Vega et je suis Product Operation Manager au sein d'Orecam. Très bien. Eh bien, merci pour l'introduction. Je vais reprendre la main du coup pour commencer sur la configuration du Pilot Assist. Et ensuite, ce sera au tour de Stéphanie pour vous parler de la présentation du module QA. Alors, petite digression, donc s'il y a des derniers arrivants qui nous rejoignent, je vais vous faire un petit point sur les volumes de Spring et donc les différents volumes que vous pouvez configurer pour le coup plus sur dans l'application contrôle. Donc on va parler du volume limite, volume nominal et volume maximal des seringues. Sur l'exemple que vous voyez en bas, vous avez une seringue avec un volume nominal à 10, donc c'est-à-dire ce volume classique d'utilisation. Un volume limite à 12, donc c'est la dernière graduation lisible sur la seringue. Et volume maximal, c'est le volume que vous pouvez définir entre le volume nominal et volume limite. Donc c'est la limite que vous autorisez pour utiliser cette seringue dans un scénario assist. Donc si vous le définissez à 11 par exemple, même si à un moment donné le scénario pourrait prévoir de prélever 12 millilitres avec cette seringue, on restera bloqué sur les 11. Ensuite, on va s'attaquer vraiment au sujet de la configuration du pilote assist. Donc on va commencer par la configuration générale. Je vais faire voilà, le tour de toutes ces options qui existent. Alors je vais me focaliser sur les plus complexes à maîtriser et avant je vais vous faire un passage très rapide sur celles qui sont normalement faciles à comprendre. Donc les plus faciles, surtout celles qui vont bloquer les préparations avant de démarrer. Donc il y a bloquer les préparations ayant des volumes incohérents. Celle-là, globalement, si le lab ou lors de votre préparation nous envoyait à côté assist des préparations avec des volumes incohérents, c'est-à-dire que le volume initial de la poche, plus le volume de principe actif, plus le volume de dilution, ne donnait pas le volume final attendu, on va bloquer la préparation, vous mettre un message d'alerte pour qu'on puisse arriver à analyser, voir ce qui se passe au niveau des données d'entrée. Ensuite, vous avez l'option qui permet de bloquer les préparations dont la date d'administration est dépassée. Là, de la même façon, vous ne pouvez pas lancer une préparation si jamais la date d'administration qui lui est associée est dépassée. Vous avez également les settings qui permettent de bloquer les numéros de lot invalides. Donc là, que ce soit sur les conditions d'administration ou sur les flacons, lorsqu'on va les voir au niveau des data matrix, quand vous allez scanner ces data matrix, si jamais les numéros de lot ne correspondent pas à ceux qui ont été indiqués par le lab ou dans de préparation de contrôle, à ce moment-là, l'étape sera bloquée, le flacon ne sera pas reconnu, ou la condition d'administration ne sera pas reconnue. Et l'onglet dernière, c'est bloquer la date d'expiration dépassée. Là, c'est de la même façon, quand on va scanner data matrix des conditions d'administration, des solvants ou des flacons, s'il y a une date d'expiration indiquée dans data matrix et qu'elle est dépassée, ou le flacon ne sera pas reconnu, ou l'objet en question ne sera pas reconnu. Voilà, donc ça c'était pour les options les plus simples. Maintenant, on va faire un tour un peu plus en profondeur. Déjà, donc, pour commencer sur la présentation de tous les flacons avant le prélèvement de principe actif. Ensuite, on vérifiera un petit peu ce que c'est que cette option de vérifier que le volume détecté se situe entre les graduations les plus proches attendues. Puis on s'intéressera au volume intermédiaire et pour finir, aux différents dispositifs de prélèvement et d'injection. Et on ira après dans les autres options du pilote. Donc, pour la première, l'option qui permet de présenter tous les flacons avant le prélèvement de principe actif. Là, le principe, c'est de soit vous l'activez, et à ce moment-là, on va vous demander de présenter tous les flacons que vous allez utiliser, puis de prélever l'intégralité du principe actif que vous allez utiliser donc à disposition, quel que soit le flacon finalement d'où provient le principe actif. Soit vous désactivez cette option, et à ce moment-là, à chaque étape, vous allez devoir présenter un flacon, prélever le principe actif du flacon, l'injecter dans votre condition d'administration, puis passer au flacon suivant. Vous le présentez, vous le prélevez, vous réinjectez. Donc il y a plus de manipulation, mais par contre, vous le contrôlez flacon par flacon. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des questions sur les différentes options que je vous présente, si vous avez besoin de plus de détails. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez bien vu dans la vue principale tout à l'heure, vous avez une option qui est un petit peu décalée, qui est présenter à nouveau les flacons qui ont été reconstitués.
Donc, quand on est en phase de préparation, vous êtes en train de présenter vos flacons de principe actif, donc notamment les flacons prêts à l'emploi qui n'ont pas encore été reconstitués, donc pas encore vérifiés. La question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez également présenter des flacons qui ont été reconstitués, donc qui ont déjà été présentés lors de la phase de reconstitution? Si c'est le cas, donc vous cochez l'option et à ce moment-là, quand vous arrivez en phase de préparation, on vous demande de présenter tous les flacons. Alors que si vous désactivez cette option, vous ne présentez que les flacons qui n'ont pas encore été contrôlés par Assist. Tout ce que je vous présente là, c'est de toute façon disponible dans le manuel utilisateur qui est sur Zaman, donc vous pourrez aller le reconsulter et vous pouvez aussi voir dans les slides tout le texte qui est associé à ce que je vous raconte. Donc une petite chose à rajouter sur cette option-là. Dans Assist, vous avez une liste à gauche des flacons disponibles, enfin des flacons prévus, et à droite les flacons utilisés. En fonction de si cette option est activée ou non, vos flacons vont se déplacer d'une liste à l'autre. C'est-à-dire que quand vous reconstituez un flacon et que vous n'avez pas le revérifier par la suite, votre flacon va passer dans les flacons utilisés au moment de la reconstitution et il va rester dans les flacons utilisés. Alors que si vous avez prévu de les représenter, une fois que votre flacon est reconstitué, il repasse dans les flacons prévus et lors de votre nouvelle présentation en phase de préparation, il va repasser dans les flacons utilisés de façon à ce que vous puissiez prélever dedans. Je passe à la suite. Alors ensuite, on va s'attaquer à l'option qui permet de vérifier que le volume est bien dans les graduations, entre les graduations attendues. Là, pour bien comprendre cette option-là, il faut s'intéresser à la façon dont Assist va détecter les volumes. Sur l'image que je vous ai fait, vous avez 2 seringues avec le volume réel indiqué. Donc le volume réel, normalement, il correspond à ce que la caméra détecte au niveau du piston. Donc c'est pas forcément sur une graduation. Et donc Assist, lui, va essayer de trouver la graduation la plus proche et donc y associer le volume détecté. Donc vous avez dans les 2 cas, là sur la gauche, un volume gradué inférieur, un volume gradué supérieur, qui encadre finalement la position du piston et vous avez le volume gradué le plus proche qui va être aussi la graduation du haut. Sur l'image de droite, au contraire, le piston est un peu plus bas, donc du coup votre volume gradué le plus proche va plutôt être le volume gradué inférieur. Donc l'option, lorsqu'elle est activée, va vous permettre de juste valider le volume si le volume réel est entre les 2 graduations. Alors qu'autrement, vous allez devoir avoir le volume gradué le plus proche qui devrait être le volume attendu. Donc ce qui peut, lorsque vous êtes vraiment entre les 2 graduations ou l'offre au milieu, assez dur à jauger. Donc d'où l'intérêt de cette option-là. En règle générale, elle est activée de façon à simplifier les validations et ne pas avoir trop de faux négatifs. Ensuite, vous avez l'option de politique d'autocorrection des volumes. Alors, cette option vous permet notamment de simplifier les présentations quand vous avez par exemple ici un volume à 47,333 ml attendu, assez compliqué à présenter à la caméra. Donc pour ça, vous avez 3 valeurs possibles sur la politique de correction. Soit vous la réglez sur toujours. À ce moment-là, Assist ne vous demande pas. Quand vous avez présenté 47 ml, il va automatiquement corriger le volume pour valider un volume de 47,333. Soit vous mettez la politique d'autocorrection à jamais. À ce moment-là, vous allez se passer sur ce petit trait politique d'autocorrection jamais avec le petit trait rouge et vous arrivez sur la 2e dialogue, celle du centre de l'écran, où là, on va détecter un volume à 47 ml. On va vous demander si vous êtes sûr de ce volume ou si vous voulez le corriger à 47,333 vu qu'on est entre 2 graduations et qu'on ne pourrait pas mesurer les 47,333 avec une seringue. Ou si vous voulez confirmer qu'il y a bien 47 ml, mais augmenter la tolérance de façon à ce que ce volume soit accepté. Ou si vous voulez continuer en l'état, donc vous vérifiez 47 ml et vous allez utiliser une autre seringue pour prélever les 0,333 ml manquants. Donc là, c'est la partie du bas du schéma qui vous permettra de vérifier. Donc là, le schéma est assez difficile à lire, vous pouvez le retrouver dans le manuel utilisateur de façon à avoir le détail et à bien comprendre dans quelle configuration vous êtes actuellement. Donc là, j'étais sur la politique d'autocorrection jamais et vous avez politique d'autocorrection demandée. Donc là, si vous prélevez 47 ml
pour 47,333, Assist va vous demander ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que soit vous allez lui indiquer de corriger le volume, donc on reconsidère qu'il y a 47,333 millilitres dans la seringue, soit de confirmer le volume de 47 millilitres. À ce moment-là, on retombe dans le cas qu'on vient de voir avec la seconde dialogue, soit vous annulez, et à ce moment-là, en fait, vous allez devoir représenter la seringue pour essayer de vous rapprocher du volume attendu. Je passe à l'option suivante. Les volumes intermédiaires. Donc là, vous avez 3 options pour les volumes intermédiaires. Vous l'avez sur les volumes de dilution, sur les volumes de solvant de reconstitution et sur les volumes de principe actif. J'ai fait l'exemple sur les volumes de principe actif, mais vous pouvez le faire dans les 3 cas, c'est exactement le même fonctionnement. Ici, vous avez Assist qui vous demande de prélever 50 millilitres dans une seringue de 60 millilitres, mais avec les volumes intermédiaires, il va accepter que vous préleviez seulement 20 millilitres et que vous les injectiez. Et auquel cas, il va venir vous demander le complément, donc de représenter une seringue de 60 millilitres avec 30 millilitres à l'intérieur pour atteindre au final les 20 plus 30, donc 50 millilitres attendus initialement. Ça va vous permettre de découper les différentes étapes de présentation. Ensuite, la dernière option sur le premier panneau de configuration générale, c'était l'autorisation d'utilisation d'un autre dispositif de prélèvement. Donc ça, c'est un cas qui s'est présenté lorsque vous avez des gros volumes d'ajustement notamment. Donc vous allez devoir retirer beaucoup de solvants dans différentes poches, si vous faites des préparations en lot notamment, ou si vous avez énormément de flacons à reconstituer et que vous ne souhaitez pas contrôler individuellement chaque étape. Parce que vous avez par exemple l'utilisation d'une pompe ou ce genre d'autres dispositifs pour réaliser ces étapes-là. À ce moment-là, vous avez une deuxième directive qui apparaît au moment des étapes de dilution ou au moment des étapes de reconstitution, qui vous permet de sauter en fait les différentes étapes de prélèvement et d'injection, de façon à arriver à la phase d'après, donc notamment à l'étape de préparation, en ayant validé automatiquement ces différentes étapes. Donc ces étapes-là, elles sont disponibles à condition que vous n'ayez pas encore commencé à prélever. Si, imaginons, vous prélevez un premier volume de solvant de dilution, à ce moment-là, la directive qui vous permet de sauter les étapes disparaît et elle ne réapparaîtra qu'une fois que vous aurez injecté le volume que vous avez prélevé. Ça permet d'assurer que vous n'avez pas un volume commencé à être prélevé, puis après la suite des étapes qui n'est pas suivie, c'est soit vous sautez toutes les étapes, soit vous n'en sautez pas. Je passe à la suite, donc vous n'avez pas de questions. Alors, sur la phase de reconstitution, donc là, vous avez un petit encart reconstitution dans la configuration du pilote qui vous permettent de choisir 2 options. La première, c'est d'effectuer toutes les reconstitutions avant la préparation du conditionnement de l'administration. Donc c'est cette petit schéma ici. Donc si vous activez l'option, à ce moment-là, vous faites la reconstitution de vos flacons, puis l'ajustement du conditionnement d'administration, pardon. Soit vous désactivez l'option et à ce moment-là, vous allez faire d'abord l'ajustement et ensuite la reconstitution. Ça peut avoir notamment un impact sur les scénarios de seringue diluée, j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, vous avez présenté tous les flacons avant de la constituer. Là, c'est le même fonctionnement que ce qu'on a vu au tout début sur la présentation de tous les flacons de principe actif avant les prélèvements. Donc là, si vous activez cette option-là, vous allez présenter tous vos flacons à reconstituer. Vous allez prélever le solvant de reconstitution pour l'ensemble des flacons qui ont été présentés, l'injecter et finir votre reconstitution ainsi. Alors que si par contre vous désactivez l'option, vous allez présenter un flacon, prélever le solvant et l'injecter dans le flacon, et présenter le flacon suivant et ainsi de suite, enchaîner comme ça flacon par flacon. Scénario poche et diffuseur. Donc là, c'est les 2 encarts suivants. Vous avez des options qui sont relativement similaires. On les a séparées de façon à ce que vous puissiez personnaliser le comportement d'Assist en fonction du dispositif que vous allez utiliser. Donc la première option, c'est la seringue utilisée pour l'ajustement des volumes de solvant des poches. Donc là, elle est configurée par exemple pour une seringue préconisée. Je vous montrerai tout à l'heure en détail à quoi correspondent les seringues préconisées, mais globalement, vous allez laisser la main à Assist pour choisir la seringue qui est adaptée au prélèvement, à l'ajustement du solvant de la poche. Dans le cas des diffuseurs, ici, on a forcé Assist pour utiliser tout le temps une seringue de 60 millilitres BD pour l'ajustement des diffuseurs. Et ensuite, vous avez une deuxième option pour les poches qui présentaient les seringues vides pendant le retrait de solvant. Cette option, elle, simplement vous demandera de présenter la seringue vide. Donc vous prélevez dans la poche le solvant que vous voulez retirer. Vous, injectez votre solvant ailleurs pour vous en débarrasser. Donc après, vous allez montrer la seringue vide pour
voilà, prouver que vous avez bien vidé le solvant que vous avez prélevé. Ensuite, on a les scénarios seringues. Donc les scénarios seringues, maintenant, ils sont séparés en scénarios seringues dilués et non dilués. Alors, pour les scénarios seringues dilués, vous avez une bonne partie des options qui vont concerner surtout la façon dont vous allez, l'ordre dans lequel vous allez prélever les différents produits et la manière dont vous allez les prélever. La première option concerne le volume que vous avez prélevé en premier. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé déjà du fait d'avoir la reconstitution qui se fait avant ou après l'ajustement. Si jamais vous faites votre reconstitution avant l'ajustement, vous allez être, enfin après la reconstitution, pardon, si vous faites la reconstitution après l'ajustement, vous êtes dans le cas de droite. C'est-à-dire que vous faites forcément l'ajustement, puis la reconstitution, puis la préparation. Vous n'avez pas le choix. Par contre, si vous faites la reconstitution en premier, on va ensuite regarder quelles options vous avez prises sur le volume à prélever en premier. Soit vous avez pris le solvant de dilution, à ce moment-là, on va faire reconstitution, ajustement, puis préparation. Soit vous avez pris plutôt le principe actif, à ce moment-là, vous allez faire reconstitution, principe actif, puis ajustement. Soit vous allez plutôt préférer avoir le volume de prescription, enfin le volume le plus important, pardon, en premier. À ce moment-là, on va regarder dans la prescription quel est le plus gros volume entre le volume de principe actif et le volume de solvant de dilution, et vous allez prélever en premier le plus gros volume. Ça vous permettra notamment, si vous choisissez dans la deuxième option de ne pas utiliser de seringue préconisée pour le premier volume, de prélever le plus gros volume avec votre seringue conditionnement d'administration. Puis pour le second volume, d'utiliser une seringue préconisée pour prélever un plus petit volume et injecter, ensuite le transférer dans votre seringue conditionnement d'administration. La dernière option, c'est alors, je ne vais pas aller trop vite, pardon. Donc sur les seringues préconisées. J'en profite pour mon petit livre sur les seringues préconisées. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous choisissez d'utiliser une seringue préconisée pour prélever, par exemple, le deuxième produit, vous allez laisser assiste choisir la seringue qui est le mieux adaptée pour prélever ce produit. Le fonctionnement des seringues préconisées, c'est de prendre toujours la seringue la plus petite, ou donc le plus petit volume nominal, permettant de prélever en une seule fois le volume attendu. Donc là, il y a un petit exemple avec 3 seringues de 3, 5 et 10 ml. Si vous avez 2 ml à prélever, la plus petite seringue sera la 3 ml. Si par contre vous avez 3,5 ml à prélever, la plus petite seringue sera la 5. Si vous avez 5 ml à prélever, la plus petite seringue sera encore la 5 parce que ça reste dans son volume nominal. Et si vous avez un volume de 6 ml à prélever, à ce moment-là, on passera sur la seringue préconisée de 10 ml. Et donc, qui dit seringue préconisée implique forcément ensuite un transfert dans la seringue conditionnement d'administration. Donc, pour finir, la troisième option, c'était donc présenter les seringues vides. Lorsque cette option est présente, vous avez simplement une nouvelle étape de présentation de seringue qui est demandée une fois que vous avez prélevé le principe actif ou le produit dans votre seringue préconisée. Et donc, cette étape vous demande de présenter la seringue vide pour vous valider que le transfert a bien été fait. Alors, cette option elle a un impact assez important d'un point de vue visuel, dans le sens où si vous prélevez le principe actif et que vous n'avez pas besoin de présenter la seringue vide, à ce moment-là, les volumes de la préparation vont être mis à jour automatiquement dès le prélèvement du principe actif. Alors qu'au contraire, si vous avez activé l'option, les volumes de la préparation ne se mettront à jour qu'à l'injection du principe actif, donc au moment de la présentation de la seringue vide. Donc vous avez un décalage dans ce que vous avez dans l'affichage de l'information dans l'assist. Je vais passer à l'étape suivante. Donc, si vous n'avez toujours pas de questions, on passe à la partie mode production. Alors, donc, pour le mode de production, vous avez 2 options. La partie activée, qui vous permet simplement, en fait, dans la liste des préparations, de visualiser les préparations qui sont hors essai clinique, finalement. Quand l'option est activée, si vous l'activez, vous ne verrez que les autres préparations, donc les essais cliniques. Vous avez une deuxième option qui permet de vérifier le numéro de lot des flacons. Donc là, quand vous allez présenter un flacon, que ce soit via Datamatrix ou via reconnaissance d'étiquette, on va vous demander par la suite le numéro de lot du flacon en reconnaissance faciale, donc on va en reconnaissance par OCR, donc vous allez devoir présenter le texte devant la caméra. À savoir que si jamais le numéro de lot était présent dans Datamatrix et qu'il a déjà été validé, vous n'aurez pas cette étape-là à réaliser vu que le Datamatrix l'aura déjà validé. Ensuite, on a le mode essai clinique. Donc, il y a de la même façon l'option activée qui vous permettra d'avoir les préparations d'essais cliniques dans votre liste de préparation d'attente sur Assist. Puis vous avez
3 options, donc vérifier l'information d'identification des flacons, vérifier le numéro de série et coffret des flacons et vérifier le numéro de lot des flacons, avec une 4e option qui est dépendante de la dernière, uniquement en cas d'absence de numéro de série coffret. Donc, les 3 premières, la première vérification des informations d'identification des flacons, ça permet de vérifier, de reconnaître un flacon en présentant les informations qui ont été définies sur la fiche flacon en contrôle. Ces informations permettent globalement, via le texte présent sur l'étiquette, donc qui va être lu, d'identifier le flacon. Donc il faut que les informations soient suffisamment discriminantes pour être sûr que c'est le bon flacon qui est présenté à la caméra. Ça me permet d'identifier le type de flacon que vous allez avoir. Vous pouvez retrouver cette information-là avec le petit i qui est ici dans le gestionnaire de flacons. Vous allez avoir information d'identification et par exemple ici, il y a le CA209-025. Donc si on détecte ce texte, on comprendra que le flacon que vous présentez, c'est le flacon CA209-025. Ensuite, vous avez le numéro de série. Numéro de série coffret des flacons, donc c'est la deuxième option de vérification. Lorsque vous l'avez activé, une fois qu'on a détecté le numéro d'identification, qu'on sait que c'est sur le bon type de flacon qui est présenté, on va essayer de retrouver son numéro de série. Son numéro de série, c'est le numéro qui est affiché entre parenthèses dans la 6. Donc là, sur la première ligne, vous en avez un. Sur la deuxième ligne, vous avez 2 numéros possibles. Donc là, dans le cas qui est présenté, on est en train de détecter le premier flacon. Donc vous avez son numéro de série qui est également affiché à droite et qui va globalement changer de couleur quand vous allez faire la détection, présenter le numéro de série devant la caméra. Et enfin, le numéro de lot. Donc là, le numéro de lot, c'est la façon qui est indiquée à gauche avant les parenthèses. Ce numéro de lot, du coup, il va vous être demandé de la même façon pour que vous le présentiez devant la caméra et qu'il soit détecté par reconnaissance de texte. Si jamais vous avez activé la 4e case, donc uniquement en cas d'absence de numéro de série de coffret, à ce moment-là, cette étape peut ne pas être présente si vous avez validé le numéro de série précédemment. Et maintenant, je passe la main à Stéphanie, sauf si vous avez des questions entre-temps, des options sur lesquelles vous voulez que je revienne. N'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, le but, c'est que le webinaire soit le plus dynamique possible et le plus enrichissant pour vous, comme pour nous. Bon, s'il n'y a pas de questions, je prends la main pour la suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que le module QA, je vais faire un petit topo sur le contexte projet afin que vous ayez tous les éléments en tête, si je puis dire. Donc c'est un projet qui a démarré en début d'année, où il y a eu une première phase de test. Donc nous avons étroitement travaillé avec le CHU de La Rochelle pour cette phase-là, bien que le besoin que nous avons recueilli émanait donc de La Rochelle et de La Roche-sur-Yon. Suite aux tests effectués et à nos process internes, en fait, on a décidé de garder ces premiers travaux comme POC, donc Proof of Concept, donc c'est-à-dire pour l'instant de les garder en interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de plus de tests. Je vais le dire comme ça. Donc, qu'est-ce que le module QA? Donc, en fait, c'est un module qui permet aux préparateurs, aux responsables qualité et aux pharmaciens de suivre un ensemble d'événements indésirables qui pourraient être en lien direct ou indirect avec la préparation. Vous pouvez suivre l'ensemble des événements indésirables qui sont créés en fin de préparation via un module spécial qui sera créé donc dans Contrôle. Concrètement, qu'est-ce que le module QA permet de faire? En fait, il permet de caractériser la criticité des événements qui vont être créés. Il permet de suivre les investigations en lien avec ces événements. Il permet également de suggérer des corrections immédiates et de déclencher des plans d'action correctifs ou préventifs. Pour la suite du POC, ce que nous souhaiterions travailler, c'est la mise en place d'indicateurs de performance et d'apporter également des indicateurs en lien avec la formation du personnel. Donc, comme je vous le disais, on a un POC qui est fait. On est actuellement en train de reprendre des développements complémentaires en fait, pour faire aboutir donc ce POC en une version 1. Donc, ceci reste pour le moment, on va dire,
hypothétique. Si tout se passe bien, si je puis dire, nous devrions avoir une sortie de version pour mise à disposition donc, de vous, de nos clients, pour avril 2026. Vincent, si tu peux... Merci. Donc, comme je le disais, ce module permet de gérer des événements, de les catégoriser et de suivre des plans d'action associés. Donc, ces événements indésirables, en fait, ils peuvent être créés dans Assist et dans Control, donc par le préparateur et par le pharmacien d'un côté. Côté Assist, les événements peuvent être détectés automatiquement ou créés manuellement. Côté contrôle, ces événements peuvent être détectés par visionnage de la caméra de scène au moment de la libération et également par d'autres biais. Ça, ce sont des éléments que je vous montrerai a posteriori dans ma présentation. Comme je vous l'ai indiqué, donc ces événements peuvent être catégorisés dans contrôle. Pour ce faire, on a mis en place un système à 3 niveaux. Après, je vais vous donner l'exemple pour que ça soit un peu plus concret. Le premier niveau, on l'a appelé danger générique. Dans une catégorie de danger générique, vous pouvez avoir plusieurs dangers spécifiques. Et dans ces dangers spécifiques, vous pouvez avoir plusieurs événements indésirables. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, à savoir déjà avant tout, les événements indésirables peuvent être en lien direct avec votre préparation, c'est-à-dire que quand vous utilisez DrugCam, mais les événements indésirables peuvent être tracés dans l'outil pour des événements arrivant avant ou après la préparation. Je vais prendre l'exemple pour un événement qui arrive avant. Par exemple, je vais prendre un exemple de danger générique. Donc, il y en a 3. On parle de non-conformité, on parle d'erreur et on parle d'anomalie. Je vais prendre le cas d'une non-conformité. Donc, on est en amont de la préparation, on est en phase de picking. Hop, je prends la catégorie danger spécifique, erreur de plateau. Et je peux avoir un événement qui s'appelle, par exemple, erreur d'étiquette patient. Donc, mon danger générique, c'est une non-conformité. Mon danger spécifique, c'est une erreur de plateau. Et l'événement indésirable que je vous parle est une erreur d'étiquette patient. Donc, en fait, on a travaillé sur une matrice pour catégoriser tous ces événements indésirables. Au niveau des plans d'action, donc ils sont créés et gérés dans Contrôle, et on parle de plans d'action correctifs et préventifs. Du coup, pour un événement, on peut avoir un plan d'action correctif et un plan d'action préventif. Tu peux passer à la suite. Merci. Au niveau des événements, donc en fait, dans Assist et dans Contrôle, ils sont paramétrés en fonction de leurs incidences. Donc en fait, vous pouvez avoir des événements indésirables que nous, on a catégorisés hors préparation, préparation, étape a posteriori, étape clé. Donc tout ce qui est hors préparation, comme son nom l'indique, c'est tous les événements qui sont soit en amont, soit en aval de la préparation. Tout ce qui est préparation en elle-même, ce sont tous les événements indésirables qui peuvent être créés, mais qui sont en dehors d'une étape clé. Étape a posteriori, comme son nom l'indique, c'est en lien avec les étapes a posteriori dans Contrôle. Et tout ce qui est étape clé, bien évidemment, c'est en lien avec la préparation en elle-même, avec les étapes clés qui sont vérifiées dans Assist. Quand vous créez un événement, quel qu'il soit, vous allez avoir une fiche à renseigner que vous voyez à droite du coup de ma présentation, où vous avez un ID par défaut, une date, un déclarant, vous avez le type d'événement à quoi il correspond, une description et plein d'autres éléments, on va dire, à renseigner. Ça, c'est côté Assist et Contrôle. Une fois que votre fiche elle est créée, vous aurez un menu côté Contrôle qui vous permettra en gros d'aller vérifier tous vos événements. Et ça, c'est la copie d'écran que vous voyez en bas à gauche de mon écran. Là, c'est un petit exemple. Là, vous voyez l'ID, la description, le type d'événement, le type de danger spécifique et le type
de danger générique. Là, vous retrouvez la méthode entonnoir. Voilà, c'est tout bon. Comment ça se passe côté assist? Donc là, je vous ai mis une petite copie d'écran pour étayer mes propos. Vous voyez un joli petit logo, attention. C'est ce logo qui, dans Assist, entre autres, vous permettra de créer des événements. Donc là, on est au niveau d'une préparation. Voilà, j'ai lancé ma préparation, je suis dans une étape de vérification et je me rends compte que j'ai un événement indésirable. Donc soit il est créé automatiquement, comme je le disais, soit c'est laissé à la main du préparateur. Donc quand on est dans une préparation, on peut créer des événements qui sont en lien avec la préparation et les étapes clés uniquement. Si vous êtes en dehors d'une préparation, donc en fait, vous allumez votre post assist, vous vous connectez, vous êtes au niveau de l'écran d'accueil, vous avez toujours ce même petit logo. Et si vous avez besoin de créer un événement, celui-ci sera créé, mais en lien avec des événements hors préparation. Et aussi, on a rajouté préparation. C'est bon. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas. Là, on est côté contrôle. Donc nous, ce qu'on a voulu faire avec ce POC, c'est donner la possibilité assez large de créer des événements. Là, si vous regardez les quelques copies d'écran qui sont sous vos yeux, on part de la gauche en haut. Donc là, on est dans le listing des préparations. Vous avez un bouton événement. À ce niveau-là, on a décidé de donner la possibilité de créer un événement pour tous les événements indésirables qu'il est possible de rencontrer. La deuxième copie d'écran en dessous, on est dans une préparation, donc c'est la B000 et quelques 537. Et vous avez également un bouton événements. Les événements que vous pouvez créer sont uniquement en lien avec la préparation, les étapes clés et les étapes a posteriori. Si on descend encore, vous avez une copie d'écran en lien avec une étape a posteriori, avec le petit bouton fléché. Donc là, il est logique que vous puissiez uniquement créer des événements en lien avec les étapes a posteriori. Si on va à droite de l'écran, en haut, vous êtes au niveau d'une étape clé et vous avez également la possibilité de créer un événement en lien avec une étape clé. Et enfin, au niveau des événements, vous avez également possibilité de créer des événements. C'est tout bon. Comme je vous l'ai indiqué, on a un système de catégorisation des événements en mode entonnoir sur 3 niveaux. Donc, on a également accès à un menu pour la gestion de ces catégories. À savoir pour l'instant que la gestion de ces catégories est à la main de Recam. Mais ça vous permet au moins de visualiser. Et enfin, on parlait des plans d'action. Donc, il y aura également un menu pour permettre de suivre les plans d'action. Donc, si vous regardez la copie d'écran qui est à droite, vous avez un listing. J'ai cliqué sur un. Donc, on a 2 onglets. On a le plan d'action en lui-même et on a les événements liés à ce plan d'action dans le 2e onglet. Donc, pareil, vous avez pas mal d'informations à renseigner. Vous avez l'ID, le nom, le responsable, les dates d'échéance, les modalités d'évaluation. Si vous allez sur le 2e onglet, vous avez la liste de tous les événements qui sont liés à ce plan d'action. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, s'il n'y avait pas de questions, moi, je vais directement au sondage, en espérant que le niveau d'information, en tout cas, ait été assez clair. Comme je vous l'expliquais, on est toujours en mode projet. On travaille sur des développements pour une version 1. On s'imagine avoir peut-être une version 2 ou version 3. Donc, de ce fait, moi, ce que je souhaiterais recueillir pour, bien évidemment, les personnes qui seraient intéressées par ce sujet-là, c'est d'avoir un peu vos avis et de savoir qu'est-ce qui, pour vous, serait pertinent pour un module de ce type. Donc, du coup, voilà, j'ai listé quelques éléments. Est-ce que pour vous, ça vous permettrait d'améliorer la traçabilité? Est-ce que pour vous, c'est intéressant pour suivre vos plans d'action? Est-ce que ça vous intéresse pour travailler sur votre amélioration continue ou autre?
Enfin, pour vous, qu'est-ce qui n'est pas ou ne serait pas pertinent pour ce type de module? Vous avez peut-être quelques idées, quelques avis. Une autre question, qu'est-ce qui vous pousserait à vouloir acquérir un module QA? Quelles sont les fonctionnalités qui, pour vous, vous pousseraient à acquérir ce type de module? Quelles sont les données qui vous pousseraient à acquérir du coup ce module-là? Qu'est-ce qui pour vous est ou serait rédhibitoire, hein? Est-ce qu'il y en a des choses qui, selon vous, on aurait omis, oublié, mis de côté? Et enfin, je suis toujours à la recherche de candidats bêta-testeurs. Donc, j'en ai deux pour février. Donc, je pense qu'ils sont d'ailleurs dans ce webinaire. Donc, ça serait des tests à faire pour février 2026. J'en ai deux, mais je ne suis pas contre avoir un autre centre bêta-testeur. Donc, surtout si vous avez éprouvé un intérêt pour ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à revenir vers moi dans tous les cas ou à vous exprimer en direct. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à répondre aux questions que Stéphanie a posées, que ce soit à l'oral ou alors dans le chat. Ça nous permet vraiment de nous améliorer de notre côté et de vous proposer un meilleur service. Bon bah, s'il n'y a pas de questions, on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui sera au mois de janvier et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.